comprendre, Christine Morin. Je suis adjointe à la direction des ressources humaines, gestionnaire de l'équipe diversité, équité, inclusion et appartenance au CIUS du Centre-Ouest de l'île de Montréal. Je suis donc très heureuse de vous accueillir aujourd'hui. Très heureuse qu'on touche au sujet des compétences interculturelles je vais tout de suite commencer à vous présenter l'activité. L'objectif des discuter et comprendre, en fait, c'est d'aborder des sujets qui touchent de près ou de loin à l'EDI. Qu'est-ce que l'EDI? On pourra en faire l'objet d'un nouveau discuter et comprendre, mais l'objectif, c'est de discuter ensemble de sujets qui touchent à la diversité, à l'équité, à l'inclusion et à l'appartenance, particulièrement dans le contexte de soins et de services donc dans le réseau de la santé et services sociaux, là, Santé Québec. Nous sommes bien conscientes qu'il y a des gens de d'autres organisations qui étaient les bienvenus dans cette invitation et dans cette conversation. Donc, l'objectif de discuter et comprendre, c'est de s'engager à mieux comprendre justement un sujet qu'on va ouvrir ensemble avec les 3 panélistes qui sont avec nous aujourd'hui et on vous invite à participer à la conversation. Donc, au fil de la discussion, vous êtes les bienvenus à écrire dans le clavardage, à lever la main. Ce qu'on veut, c'est écouter vos réflexions, vos questionnements par rapport au sujet qui est abordé. On a des experts qui sont avec nous à la fois terrain, recherche, intervention, et on va pouvoir réfléchir à plusieurs. On essaie d'utiliser une approche qui s'inspire du socioconstructivisme. Ça veut dire qu'on veut réfléchir ensemble à des enjeux à travers le langage pour déconstruire un peu ce qu'on pense savoir sur ce sujet-là et reconstruire ensemble, à notre façon, chacun et chacune, pour avancer dans notre parcours, dans le cadre de notre profession ou autre. Donc, évidemment, vous allez voir, le sujet d'aujourd'hui s'applique tant à nous comme membres d'équipe de travail qu'à toutes celles et ceux qui offrent des soins et des services directement à la population. Donc, on va explorer un peu ces 2 facettes du sujet. On vous invite éventuellement, pas éventuellement, on vous invite évidemment à utiliser des considérations qu'on va vous mettre dans le clavardage là, pour un dialogue inclusif. C'est important pour nous de mettre un cadre à ces échanges puis de s'assurer qu'on a une modélisation de la posture inclusive parce qu'en fait, un des objectifs aussi de discuter et comprendre, c'est d'être un vecteur de développement d'une réflexivité qui va porter au déploiement d'une posture personnelle, professionnelle, inclusive. Nous, on croit fermement que c'est le développement puis de cultiver cette posture inclusive-là qui nous permet d'accueillir l'autre, que ce soit un collègue ou une usagère ou un usager, avec donc cette posture inclusive, ces considérations pour l'équité et pour garder vivant le sentiment d'appartenance à la fois de nos usagères et usagers et de nos employés. La session est enregistrée, ça sera disponible après l'événement. On vous envoie un courriel post-événement où vous aurez le lien pour l'enregistrement s'il y a des bouts de cette conversation que vous avez envie de réécouter. Est-ce que j'oublie quelque chose? Je veux vous présenter donc Ivy Gumbach, qui est ici aujourd'hui avec nous. Ivy est conseillère cadre. Elle s'occupe principalement des dossiers liés à la diversité capacitaire dans l'équipe et pour le CIUS, donc du Centre-Ouest. Et Tina est également avec nous. Elle nous soutient dans toutes sortes de choses, de projets, mais notamment pour les discuter et comprendre. Donc, il y a d'autres membres de l'équipe qui ne sont pas là aujourd'hui, mais on voulait prendre le temps de les souligner. Je vous présente également aujourd'hui nos 3 panélistes, Anna Tazian, Annie Lebrun et Jannick Johnson-Lafleur. Je vais tout de suite leur céder la parole pour qu'elles puissent se présenter. On va faire un petit tour de table et on va commencer l'échange. Donc, Anna, je commence avec toi. Bonjour Anna, merci d'être là d'abord. Puis à toi l'honneur de commencer le tour de table des présentations. OK, no pressure. Donc, moi, moi, c'est Anna Tazian. Je suis une infirmière depuis plus que 30 ans. Et je suis une conseillère cadre aussi au Centre-Ouest de l'île de Montréal, sous la direction des soins infirmiers. Je couvre les équipes plus volet santé communautaire. Je ne suis pas une experte en compétences interculturelles, je peux dire, parce qu'il y a toujours l'apprentissage. C'est un apprentissage continu pour moi. J'apprends par expérience et j'apprends par curiosité. Et on va parler de ça, je pense, pendant nos discussions. Merci Anna, bienvenue. Très heureuse de t'avoir avec nous autour de la table. Annie,
je te lance la balle virtuelle si tu veux te présenter. Merci Christine. Alors bonjour tout le monde, ça me fait plaisir d'être ici ce midi, même si je suis un peu nerveuse quand même, je dois l'avouer. Alors je suis Annie Lebrun, je suis à APPR, donc agente de planification de programmation de recherche à l'Institut universitaire Sherpa. Je suis également psychologue au CIUS Centre-Ouest de l'île de Montréal. Pour ma part, ça fait 20 ans que je suis dans le réseau de la santé. J'ai commencé comme éducatrice en centre jeunesse. J'ai ensuite fait de l'évaluation de signalement et par la suite, je suis allée aux urgences sociales. Donc, la réponse, donc oui, réception, traitement des signalements, mais aussi réponse en situation de crise le soir, week-end et la nuit. En fait, cette pratique-là m'a amenée à me poser plusieurs questions sur l'intervention interculturelle, spécifiquement dans le contexte de centre jeunesse. Et j'ai donc fait un doctorat sur le sujet. Ma thèse touchait exactement à ça, là, donc l'intervention interculturelle. Au centre jeunesse, j'ai rencontré plusieurs intervenantes à la suite d'une consultation au service de consultation interculturelle. Maintenant, ça s'appelle, si je ne me trompe pas, la clinique transculturelle. J'ai rencontré des intervenantes pour savoir ce qu'elles pensaient de la consultation, mais aussi comment elles vivaient l'intervention auprès des familles issues de diverses communautés. Alors, mon intérêt est depuis plusieurs années au sujet de l'intervention interculturelle et par la suite, là, à la suite de mon doctorat, j'ai commencé à travailler en santé mentale jeunesse et maintenant à la clinique Polarisation. Alors, j'ai un peu la même posture qu'Anna. Alors, suis-je une experte? On dirait que je ne suis pas convaincue. Est-ce que j'ai beaucoup d'intérêt, par contre, et de pratique? Et maintenant, en fait, là, récemment, avec l'Institut universitaire Sherpa, j'ai été chargée de projet pour le développement d'une trousse pour le renforcement des capacités interculturelles des services aux jeunes et à la famille. Jannick, qui était d'ailleurs une de nos expertes pour la trousse. Mais donc, le développement de cette trousse-là avec mon équipe, et maintenant, je donne de la formation interculturelle, quelque chose que j'aime vraiment beaucoup parce que, encore une fois, j'apprends par les questions des gens, par l'expérience terrain. Alors, moi aussi, ça me fait grandir constamment. Alors, c'est ça. Donc, j'arrive pas avec mon chapeau d'experte, j'arrive avec mon chapeau de praticienne qui a envie de discuter avec vous et d'en savoir davantage. Alors, au plaisir d'avoir cette discussion. Merci, Annie. Belle modélisation de notre ouverture à l'apprentissage continu. C'est parfait. Ça s'inscrit vraiment dans notre pensée au discuter et comprendre. Jannick, à toi la parole finale pour notre petit tour de table. Oui, merci Christine. Bonjour tout le monde. Très contente d'être ici moi aussi. Donc, moi, je suis Jannick, je suis chercheuse en fait, donc je suis formée en anthropologie et en psychiatrie transculturelle et je fais de la recherche dans ce domaine depuis une vingtaine d'années, mais depuis 2 ans comme chercheuse d'établissement à l'Institut universitaire Sherpa et donc professeure aussi adjointe en recherche là, en psychiatrie transculturelle à McGill. Puis, moi, ça m'a toujours intéressé et la santé mentale et le culturel. Puis, ce qui m'intéressait, c'était de savoir comment soutenir puis former les intervenants de façon à ce qu'on se penche pas sur des stéréotypes, mais plutôt sur le savoir anthropologique contemporain dans toute la nuance de ce que c'est la culture, les communautés, les univers culturels, pour améliorer en fait l'expérience des personnes qui sont pas d'une majorité puis qui veulent aller chercher de l'aide puis qu'au moins l'expérience soit pas une autre expérience négative. Fait que j'ai fait mon doctorat en fait en étudiant ça, là, comment il y a des modèles qui sont plus intéressants que d'autres. Puis voilà. Donc ça va être vraiment intéressant de discuter de ça avec vous aujourd'hui. Merci, Jannick. On est très chanceux et chanceuses de t'avoir, ainsi qu'Annie et Anna. Et on s'était dit d'entrée de jeu, pourquoi ne pas commencer par mettre la table? On fait souvent ça dans nos événements pour vraiment s'assurer qu'on part tous du même point. Est-ce qu'on peut vraiment peut-être commencer, Jannick, avec toi, à parler de justement de quoi on parle quand on parle de compétences interculturelles? La base. Bon. D'abord. En fait, c'est super intéressant de partir par ça, par les mots, par les concepts de base, parce que souvent, on se rend compte quand on discute que les gens n'ont pas nécessairement la même compréhension du même mot, comme le mot culture, comme le mot compétence, interculturel. Fait que tous les morceaux, en fait, de cette expression-là doivent être dépliés pour être sûr qu'on parle de la même chose. Fait que déjà, en partant, quand on dit culture, c'est pas la même chose que nationalité, qu'ethnicité, que religion. Fait que c'est vraiment des concepts, des notions anthropologiques de base que les gens souvent, c'est normal, n'en ont pas. Puis ces mots-là ont été réutilisés dans d'autres milieux, puis ça a pu faire des glissements de sens.
Puis en gros, c'est très simple. C'est un mot qui a été produit à une certaine époque. Hein. Un mot, ça ne pousse pas dans un arbre. C'est la joke que je fais souvent, mais c'est du monde qui l'ont inventé pour faire quelque chose. Puis ça a commencé, en fait, c'est lié au colonialisme, donc c'est 1800 quelques, là. Puis c'était finalement les Européens qui voyageaient, qui voulaient être capables de parler de la façon de vivre d'un autre groupe. Fait que le mot culture a été inventé pour ça. Mais évidemment, ça a aussi l'impact d'altériser, donc c'est pour parler de l'autre, avec la tâche aveugle de ne pas voir que tout le monde est porteur de culture. Fait que ça a commencé comme ça, puis c'est très lié à la notion d'ethnicité, mais ce n'est pas la même chose. L'ethnicité, c'est vraiment un groupe de personnes qui partagent un héritage historique réel ou imaginé. Fait que c'est vraiment ce qu'on appelle un peuple. Hein? C'est ça l'ethnicité, comme par exemple au Québec, il y en a plusieurs. Il y a les Québécois francophones issus de la colonisation française, les anglophones, les nations autochtones, il y a les nouveaux arrivants. Fait que c'est ça l'ethnicité. Fait que souvent, on colle culture et ethnicité ensemble, mais c'est pas la même chose. Ou nationalité. Nationalité, là, on est vraiment dans quelque chose de la nationalité d'un pays X, mais il y a plusieurs groupes ethniques dans le même pays, fait que c'est pas la même chose. Donc, toutes ces nuances-là, religion, c'est complètement autre chose. Fait que, mais chaque groupe que je viens de nommer a une culture. Fait que c'est pas seulement ethnicité, on peut dire la culture des femmes, on peut dire la culture des jeunes. Fait que juste de comprendre la signification du mot, déjà, ça le nuance. Puis si on tombe sur le mot compétence, et là, c'est la même chose. On peut avoir des présupposés erronés quand on pense à la compétence interculturelle, parce que c'est un ensemble de compétences. C'est pas juste du savoir, même que c'est impossible d'avoir du savoir sur toutes les cultures du monde, mais c'est vraiment, il faut le déplier en ce qu'on entend souvent, savoir, savoir-être et savoir-faire. C'est un ensemble de compétences différentes et complexes qui fait qu'on peut se sentir plus compétent interculturellement. Fait qu'on peut peut-être y revenir, mais en gros, c'est ça. C'est vraiment des savoirs anthropologiques, cliniques, etc. Savoir-être, donc d'être capable de se décentrer, d'être humble, d'être respectueux, et savoir-faire, d'être capable de communiquer, d'établir une alliance, d'évaluer, de proposer des interventions. Fait que c'est assez complexe, les compétences interculturelles. Fait que voilà, c'est juste pour mettre la table conceptuellement, disons. Merci, Jannick. Je pense que ça nous fait déjà réfléchir. Moi, j'ai déjà le goût de rebondir sur ce que tu viens de nommer, mais je vais m'assurer de passer le bâton de parole à Annie. Je serais curieuse de t'entendre, Annie, ce que tu veux ajouter sur ce que c'est les compétences ou ce que sont les compétences interculturelles. En fait, je suis dans la même voie que Jannick. Je vais pas répéter ce que Jannick dit. Je vais peut-être insister sur le fait que nous sommes tous porteurs de culture et donc, dans la compétence interculturelle, je pense que c'est très important d'avoir cette réflexion-là sur nos propres cultures, notre propre culture, donc à quoi on se rattache, on s'identifie. Je pense que cette réflexion-là, elle est extrêmement importante. Et le fait que nous sommes tous porteurs de culture aussi, qu'est-ce que ça amène dans ma relation, là, si on parle de l'intervention, qu'est-ce que ça amène dans ma relation d'être issue, pour ma part, en exemple, du groupe majoritaire. Donc, peu importe les cultures que je porte, je suis issue du groupe majoritaire et ça induit quelque chose dans la relation avec donc les usagers, avec la clientèle. Et qu'est-ce qu'à l'inverse aussi, si j'étais issue d'un groupe minoritaire, qu'est-ce que ça induit dans mon rapport au service et dans mon rapport aux professionnels? Alors ça, je pense que ça fait partie de la compétence interculturelle, des compétences interculturelles, d'avoir cette posture-là de réflexion par rapport à soi-même, d'humilité culturelle. Donc, de reconnaître qu'on ignore une grande partie de ce qu'on est et on ignore surtout, en fait, on en sait peu sur les autres personnes, même si Jannick a parlé, là, il y a eu toute cette approche-là pendant un certain temps d'avoir comme des recettes d'intervention interculturelle, donc en fonction de la communauté, en fonction du pays d'origine, de savoir comment bien intervenir avec un groupe. C'est un piège, là, donc c'est pour ça qu'on ne le recommande plus. Bien sûr, il y a des grandes lignes. Parfois au niveau, en fonction de l'ethnicité, du pays d'origine, de certaines cultures, il y a des grandes lignes, des grandes valeurs qui vont être promues, mais de s'arrêter à ça sans aller chercher ce que la personne dans son unicité, dans sa famille vit, mais là, on est dans des pièges. Alors, important d'avoir cette réflexion-là et cette humilité-là de dire, et même parfois, on intervient avec plusieurs personnes d'une même communauté. Donc, OK, on commence à savoir quelques codes, quelques idées, quelques grandes valeurs, mais quand même d'avoir l'humilité de dire, bien, vous que je rencontre aujourd'hui, je ne sais pas à quel point vous adhérez à tout ça et vous êtes en accord ou non. Donc, ayons cette discussion-là
de ne pas être dans cette position d'expert qui va seulement aider, mais qui est en relation vraiment pour mieux comprendre. Est-ce que je peux peut-être ajouter, parce que là, je ne sais pas si Anna, tu voulais en parler, fais-moi signe si tu voulais en parler. Je pense que quand on parle de compétences interculturelles, il faut aussi parler au niveau structurel. Donc, les organisations aussi, comment une organisation peut être compétente culturellement. Est-ce que tu t'en allais là-dedans, Anna, pour les équipes de travail? Parce que je te laisse la parole. Mais pour le moment, non, mais après, oui. Mais pour le moment, parce que pour le moment, je voulais juste parler ma compréhension de la compétence culturelle, mon interprétation, si je peux dire. C'est ma capacité dans mon travail, dans les soins, par exemple, c'est ma capacité de reconnaître et comprendre les différences entre les gens et de répondre de manière appropriée dans mes interventions, dans nos programmes, dans l'évaluation partout, là, dans les soins. Et ça ça supporte notre partenariat et notre communication avec les gens, avec la population et avec les gens de notre équipe aussi. Les mots compétences, je pense que Jannick, qu'elle a mentionné déjà, on ne peut pas être compétente, on ne peut pas être les experts pour moi. Et les mots compétences impliquent l'idée d'un apprentissage et l'apprentissage vient avec une curiosité de développer les savoirs avec le temps. Et ça vient pas rapidement. C'est pas que j'ai fait une formation en compétences interculturelles, je deviens une experte. Ça aussi, c'est important de reconnaître qu'on apprend par les expériences, par les formations, par nos interactions avec les personnes, avec les gens. Pour le moment, c'est ça que je voulais dire. Merci, Anna. Est-ce que tu peux revenir, Annie, avec ce que tu voulais ajouter? Oh. Non, Jannick, vas-y, Jannick. Oui, en fait, je voulais juste souligner quelque chose de bien important, c'est que souvent, on a le mythe que ça repose seulement sur les épaules des intervenants, la compétence interculturelle. Et non, ça repose vraiment aussi, c'est aussi une responsabilité des établissements, des systèmes, parce que si la personne est formée, mais qui n'a pas les ressources, ne peut pas avoir accès à un interprète, ne peut pas avoir le temps pour bien faire son travail, n'est pas soutenu pour la charge émotionnelle, à ce moment-là, ça va nuire à la compétence interculturelle du service. Et ça, c'est vraiment important de savoir que ce n'est pas seulement sur les épaules des intervenants. C'est un bon point de précision. Merci de l'ajouter. Et quand je vous écoute, en fait, je me dis, tantôt, Jannick, vous avez toutes mentionné des morceaux que j'ai le goût de lier ensemble. Jannick, tu disais, ce n'est pas que des savoirs. On ne peut pas dire, j'étudie la culture XYZ. Puis, oups, c'est bon, j'ai une compétence interculturelle acquise. Un peu ce qu'Anna, tu nommais, on ne devient pas overnight ou en un moment de formation sur du savoir, un expert ou une experte de compétences interculturelles. En même temps, je me dis, OK, il y a comme cette danse dynamique des savoirs, savoir-faire, savoir-être, justement pour éviter d'être dans la stéréotype, véhiculer des stéréotypes et intervenir d'une façon qui ne serait pas centrée sur la personne. Parce que ce que tu nommais aussi, Annie, c'est peu importe nos appartenances identitaires, on est aussi notre propre personne. Et donc, je trouve que ça cadre bien avec le regard du réseau où on veut être centré, on va parler pour les usagers et les usagers, là, sur l'expérience de l'usager et de l'usager. Hein. On va être centré sur la personne pour donner les meilleurs soins possibles et les meilleurs services possibles. Je trouve qu'il y a une belle adéquation là de dire comment je peux utiliser mes savoirs, savoir-faire, savoir-être dans cette relation-là, justement de façon à vraiment être en relation avec ce qui se passe dans l'ici et maintenant puis ce qui serait en jeu. Là. Il y a des questions déjà dans le clavardage. J'aimerais savoir si on peut prendre le temps de la regarder. On a Lorena qui dit, est-ce que ça fait partie des soins de précision qui sont en train d'être de plus en plus intégrés dans le système de santé? Est-ce que c'est possible de préciser qu'est-ce qu'on voulait dire par intervention? Là, Lorena, on a échangé un petit peu depuis. Fait que si jamais tu veux lever ta main et prendre la parole, tu es la bienvenue. Est-ce qu'on parle de soins de précision ici? J'ai le goût de lancer la balle à Annie, à Jannick, à Anna. En fait, moi, je dois avouer que soins de précision, ce n'est pas un langage que je connais. Donc, est-ce qu'on doit plutôt être du côté médical que du côté psychosocial, j'ai l'impression. Alors, peut-être que je laisserai Anna. Mais pour moi, je dirais intervention, ça veut dire
toutes les choses qu'on fait dans le domaine de la santé, c'est pas juste l'intervention spécifique qu'on fait avec une cliente, mais même je ne sais pas, l'installation d'un programme, par exemple, ça pourrait être une intervention pour répondre à un besoin de la population. Dans ce sens-là, j'ai utilisé le mot intervention et pas spécifiquement une intervention avec une patient, avec un client. Si je peux Je ne sais ajouter pas si ça là-dessus. répond. Oui, je pense que le piège à éviter, c'est d'aller trop du côté de la personne et d'oublier le collectif. C'est ça la danse en interculturel, c'est de se dire, oui, je ne sais pas non plus le soin de précision, je ne suis pas certaine d'avoir la bonne définition, mais si on veut vraiment se centrer sur la personne, c'est très bien, c'est très louable, elle est unique, mais elle fait aussi partie de communautés de façon intersectionnelle, hein, parfois de communautés majoritaires, parfois de communautés minoritaires. Puis il faut aussi tenir compte de son besoin, non seulement d'individuation, mais d'appartenance. Puis si dans nos interventions, pardon, on est trop sur l'individu, sur son autonomisation, puis qu'on oublie le besoin d'appartenance, ben on peut aussi faire du tort. Fait que c'est d'avoir. Puis souvent, dans nos systèmes, dans nos backgrounds théoriques professionnels, on est très, très dans une approche individualiste, ce qui est très bien, mais il ne faut pas oublier que les gens appartiennent à des familles, à des communautés. Puis dans certaines communautés, le collectif est beaucoup plus important. Donc, on peut blesser en essayant de couper ces liens-là. Fait qu'il faut vraiment avoir toujours la danse entre l'individu puis le collectif, puis éviter et les stéréotypes et la cécité culturelle. Donc, d'oublier que cette personne-là a aussi des cultures, qu'elle n'est pas juste un individu et vice-versa. Fait que c'est vraiment une danse. Merci pour ça, Jannick. Je pense que ça nous amène encore, ça nous met encore plus en lumière là, la complexité de ces questions-là. Hein. Quand on parle de compétences interculturelles, on l'a nommé de différentes façons. Là, la complexité d'éléments à prendre en considération dans un contexte soit relationnel au travail, au sein d'une équipe, ou soit en relation avec une famille, une personne, dans un contexte plus clinique. On avait des questions dans le clavardage, encore une fois, qui disaient, est-ce que, bon, on a une petite intervention pour dire de quoi on parle quand on parle d'intervention. On y a répondu partiellement en disant il y a différents types d'interventions qui peuvent être individuelles, mais aussi de groupe et organisationnelles. On a un autre. Est-ce que c'est une question? For those who are wondering, precision healthcare refers to a personalized approach to healthcare, unlike traditional models that apply the same treatments broadly. This one considers genetics, environments, lifestyle, and personal values to better prevent, diagnose, and treat illness. Bien, merci pour la précision, Lorena, merci beaucoup. Si jamais il y a des références qu'on peut avoir dans le clavardage, on va les prendre aussi. On va continuer avec nos questions. Quand on parlait des compétences interculturelles, on se disait, c'est tellement important de parler de ça pour plusieurs raisons dans nos contextes de travail, particulièrement en santé et services sociaux. Une première question ou un premier angle qu'on pourrait aborder, c'est vraiment celui des équipes diversifiées. C'est une réalité. On en parle parce que, bon, nous, on est à Montréal, centre-ouest de l'île de Montréal, on couvre les territoires Côte-des-Neiges, Notre-Dame-de-Grâce. On a aussi des points de service dans le parc extension, centre-ville, Côte-Saint-Luc, etc. Donc, on a une population très diversifiée. Je suis certaine que toutes celles et ceux qui sont dans d'autres CIE-C6, dans le réseau de la santé, vous vivez les mêmes réalités avec des variables particulières, mais c'est sûr que les gens qui font partie des équipes, même quand on a des identités communes, on a des identités différentes. Si on prend cette question-là dans le cadre d'équipes de travail, comment est-ce qu'on peut penser bien travailler ensemble au sein de nos équipes en parlant de compétences interculturelles? Là, je serais curieuse d'aborder d'abord cet angle-là au niveau des équipes de travail. Annie, je ne sais pas si tu veux commencer. Oui, merci Christine. C'est une question qui est très intéressante et c'est une question, nous, qu'on a fait la trousse, on a fait une démarche consultative à la Grandeur du Québec et c'est une question qui revenait quand on rencontrait des gestionnaires, entre autres, en disant, nous, nos équipes sont de plus en plus diversifiées. Alors, comment on doit gérer ça? Parfois, c'est en termes de
perception de ce qui est demandé par l'organisation, de comment remplir notre mandat, et même entre collègues, donc comment on arrive à s'arrimer pour remplir notre mandat. Et parfois, il semble y avoir des décalages entre les gens, justement, par rapport à ce mandat-là. Mais je pense donc que la façon de faire, c'est d'en parler de façon respectueuse et de prévoir des moments pour aborder tout ça. Qu'est-ce qui nous fait réagir en équipe? Sur quoi on s'entend? Comment on remplit notre mission, mais sur quoi on s'entend peut-être un peu moins, puis qu'il peut avoir, et où il peut avoir des divergences, où on peut être en désaccord, accepter que nous serons en désaccord parfois, mais on peut être en désaccord, puis on peut quand même vivre dans le respect dans l'équipe. Alors, d'avoir ces discussions courageuses-là, de dire qu'est-ce qui est difficile, sur quoi on ne s'entend pas, prévoir un moment, il faut que ce soit fait quand même dans des conditions, avoir un moment où les gens ne sont pas nécessairement dans le stress au plafond, où on a je ne sais pas, là, j'ai deadline, là, excusez, mais où on a des comptes à rendre très rapidement. Tu sais, peut-être qu'en fin d'année financière, ce n'est pas le meilleur moment pour aborder ça. En exemple, quand les équipes là, doivent se rendre des comptes, des choses comme ça. Mais est-ce qu'on peut avoir un moment où en équipe, on se dit, OK, biscuits, café, salle qui est agréable, abordons ce qui nous divise, mais aussi ce qui nous rassemble pour remplir notre mission. Et toujours dans un but de s'entendre, de s'écouter et de se comprendre et non pas de convaincre l'autre de penser comme moi parce que j'ai la bonne façon de faire. Et tout s'interroge en fait, je crois. Et si on a des difficultés par rapport à la mission, comment on va y arriver? Donc, on a une mission à accomplir, on a un mandat en tant qu'équipe. Et comment on peut y arriver ensemble pour le faire, même si on ne s'entend pas nécessairement parfois sur la façon de faire. S'il y a certaines lois ou certaines obligations qui nous font réagir, qu'est-ce qui nous fait réagir? Comment, comme équipe, on peut s'épauler là-dedans? Alors, voilà. Merci, Annie. Anna, est-ce que tu as le goût d'ajouter à ça quand on parle des équipes? Oui, je peux dire aussi, je vais ajouter, je suis d'accord avec ce qu'elle a dit, Annie, mais je vais ajouter aussi, encore une fois, comprendre la valeur de la diversité dans nos équipes. Et c'est pas juste, on va pas parler de la diversité maintenant. Moi, avec mes communications avec Christine, on parle toujours de ça. La diversité qui inclut aussi pas juste l'origine ethnique aux gens, comme on a dit, et la diversité des pensées, d'expériences, la culture, d'éducation, tout ça là, et d'accepter les différences et avoir un environnement où chaque membre de l'équipe se sent, à l'aise de dire, de s'exprimer. Sans préjugés, sans discrimination, si je peux dire. Aussi, si je peux parler de l'expérience, moi, j'ai appris par expérience d'écouter les personnes et de respecter leur point de vue. Et ça m'a pris du temps de faire ça, de leur point de vue. Parce que ça prend du temps aussi. Si tu es quelqu'un, par exemple, moi, j'ai coupé les gens souvent et j'ai appris d'écouter et comprendre et respecter les points de vue des autres. Ça aussi, c'est quelque chose qu'on doit faire. Euh, D'autres choses, partager les informations aussi dans les équipes. Quand on apprend quelque chose, partager ces informations dans l'équipe, c'est important aussi, je pense, de discuter, comme Annie l'a dit, d'avoir des discussions dans l'équipe sur ces sujets, de discuter ça dans les équipes. Mm-hmm. Oui, merci Annie, puis Annie, pas Annie, Anna. Ça fait écho à ce que quelqu'un écrivait, Anna, dans le clavardage que tu nommes en disant ça interpelle notre capacité d'empathie, notre capacité de chercher de la clarté, de chercher à se comprendre au sein des équipes. Ça faisait écho au propos de Lorena à ce sujet-là. Jannick, je ne sais pas si tu voulais ajouter à cette conversation par rapport aux équipes de travail diversifiées. Oui, il y a plein d'idées qui me sont venues, mais ça prend un cadre, hein, comme Anna disait. Ça prend un cadre où le respect va être mutuel. Donc, on peut être en désaccord. On ne peut pas, je veux dire, contrôler les pensées et le ressenti de quelqu'un, mais on peut s'entendre sur une discussion respectueuse, incluant les paroles. Fait qu'on pense ce qu'on veut, mais on reste respectueux dans nos paroles. Donc, c'est ça le cadre. Puis, ce que les recherches nous ont montré, là, c'est qu'il faut comme
commencer par se sentir écouté pour être plus capable d'écouter l'autre. Fait que ça, c'est la fonction du cœur, de dire, ben, ce que moi j'ai à dire, il faut que ce soit écouté avec respect et je vais faire la même chose pour les autres. Puis on va essayer de négocier un terrain d'entente dans un contexte avec des lois. Bon. Fait que c'est vraiment, puis pour développer de l'empathie, ben moi, je trouve qu'une bonne façon, parce que c'est pas simple de dire comment je vais faire pour développer de l'empathie, ben c'est l'art, la fiction. D'essayer de lire, d'écouter des trucs qui vont nous amener par l'imaginaire dans un autre univers culturel, ça peut aider. L'exposition, donc d'entrer en contact avec des gens de différents univers, ça va aider. Fait que c'est vraiment dans l'interpersonnel, dans l'imaginaire, dans l'affect, plus que dans le rationnel que ça se passe. Oui, merci pour ça, Jannick. Ça me fait penser à un des cadres théoriques qu'on utilise à la DEIA qui s'appelle je vais faire une traduction en français puisqu'on se parle en français, mais sentez-vous libre, tout le monde, de lever la main, d'intervenir en anglais ou en français selon votre zone de confort. Mais dans le Intercultural Developmental Continuum, en fait, c'est un cadre théorique où on est dans l'idée d'un continuum développemental pour les compétences interculturelles et comment je transige avec les différences et les similitudes chez l'autre ou chez les autres. Et ça nous ramène à nous, hein, puis je vais lier ça avec une question qui est dans le clavardage qui dit ben, comment on fait pour éliminer dans la relation à l'autre nos biais? C'est pas une question qui est simple, puis c'est pas une question pour laquelle il y a une réponse universelle et simple. On n'a pas de méthode ABC, mais il y a plein de portes d'entrée. Ça peut être aussi dans ce que tu nommes, Jannick, c'est pour ça que je fais le pont avec la question de la culture, de l'art, l'exposition à travers des œuvres, à d'autres façons de s'exprimer, à d'autres façons de penser, à d'autres façons d'expérimenter des situations. Donc, il y a ça qui me venait en tête, la question dans tout ça de comment on peut prendre conscience de la façon dont nous, on navigue les différences et les similitudes. C'est aussi, ça nous parle aussi d'où on est sur ce continuum-là de compétences interculturelles. Donc, si je peux être très exposée puis être au début de mon continuum quand même, mais est-ce que je suis capable d'en prendre compte, de prendre une réalisation de ce fait-là, puis de dire, OK, ben, je vais essayer de développer cette curiosité-là dans ma posture d'ouverture. Vous êtes les bienvenus d'ajouter. Oui, il y a plusieurs choses. Oui, peut-être, Christine, ce que je dirais par rapport à ça, par rapport à la question de Ketli, que je salue, en fait, je pense que c'est pas possible d'éliminer tous les biais inconscients, mais comme ajoutait Lorena, mais déjà en prendre conscience qu'on a des biais et qu'on va interpréter, malgré toute notre bonne volonté, on va interpréter le monde en fonction de nos biais, en fonction de nos référents, en fonction de nos croyances, et donc que c'est inévitable, mais on peut se rendre compte par contre que ah, ça, peut-être, ça, j'ai fait une erreur. Ou ah, ça, c'était un jugement hâtif. Ou ah, ça, mais finalement, la personne ne correspond pas à mon biais. Et d'avoir cette humilité-là de je me suis trompée, je vais m'excuser. Et donc, oui, par rapport à la clientèle, mais même par rapport, c'est ça, entre collègues, entre équipes de travail, de ne pas juste interpréter les comportements des gens en fonction de nos biais, d'aller questionner, d'être curieux par rapport à des difficultés qu'on peut voir ou supposer, alors que peut-être que ce n'est pas du tout le cas, mais vraiment le premier pas à faire est par rapport à la décentration. Donc, se questionner sur soi-même, sur les cadres que nous avons, sur nos référents, pour un peu les cibler, ces biais-là. Et il y en aura parfois on ne sait pas qu'on va réagir à une situation et on y réagit malgré nous, mais par la suite, donc de prendre ce pas de recul-là pour dire, mais qu'est-ce qui s'est passé? Comment ça je me sens de cette façon-là? Qu'est-ce qui m'a happé? Qu'est-ce qui m'a interpellé? Et ben là, on a peut-être une zone où on voit, ben là, je suis plus sensible par rapport à cette thématique-là. Donc, éventuellement, quand il y a cette thématique qui est touchée, d'avoir tout de suite ce pas de recul et cette vigilance-là par rapport à notre posture. Mais on n'éliminera pas les biais, les préjugés, les stéréotypes. On va en prendre conscience, mais de complètement les enlever, je pense que ce n'est pas possible. Ce serait un peu irréaliste de le faire. Ce serait l'idéal, mais je pense pas que je pense que ce serait, ce que je dis souvent, Annie, c'est que si c'était si facile, on ne serait pas en train d'échanger là-dessus. Ça serait fait. Hein? On aurait fait ce choix-là. Absolument. Si je peux ajouter un peu
Oh, vas-y, allez-y. Anna, j'irai après. Non, Non, vas-y. je vais parler un peu plus sur l'humilité culturelle. On parle beaucoup de ça maintenant. Euh, on parle aussi les sensibilités culturelles. On parle intelligence interculturelle, plus que compétences interculturelles maintenant. On parle beaucoup de l'humilité culturelle récemment. J'entends beaucoup ça. Je ne sais pas, peut-être, Jannick ou Annie, vous pouvez plus élaborer sur ça. Mais pour moi, ma compréhension, c'est comme peut-être on a déjà parlé, mais c'est très important, c'est remettre en question, comme tu as dit, Annick, reconnaître ses propres biais, ses propres privilèges aussi, et être ouvert d'explorer de l'inconfort. Ça aussi, j'ai appris par expérience. Certaines fois, je dois reconnaître que j'ai pas bien fait ça parce que souvent c'est pour moi, souvent c'est relié à manque d'informations ou parce que je ne connais pas l'histoire de cette population. Et moi, j'ai participé aux rencontres interculturelles avec Dr. Rousseau et c'était très informatif pour moi la façon de penser quand on voit les gens. Donc, c'est très important pour moi de reconnaître mes propres biais, mes propres, je m'excuse, mes propres euh, euh, pensées ou mes propres idées et d'accepter la personne devant moi, d'accepter que mes valeurs ne sont pas universelles. Merci pour ça, Anna. Jannick, tu voulais ajouter quelque chose? Oui, j'ai perdu mon idée. Je vais aller sur une autre. Oui, c'est ça, de distinguer qu'est-ce qu'on entend par humilité culturelle, sécurité culturelle. On s'est dit que ce serait bien de parler de ça. En fait, humilité culturelle, c'est vraiment ce dont on parle depuis tout à l'heure. C'est l'idée de, plutôt que de rencontrer quelqu'un puis d'avoir nos présupposés de « Ah, cette personne-là est de telle communauté ethnique, donc elle pense ça ». Donc, au lieu de dire « Je sais qui tu es », c'est de dire plutôt « Qui es-tu » puis de dire « J'ai l'impression », puis comme reconnaître que ça se peut qu'on fasse des faux pas parce qu'on ne sait pas, mais c'est de dire « Qui es-tu » plutôt que « Je sais qui tu es ». Puis, qui es-tu aussi en lien avec ta communauté? Peut-être que ta communauté pense ça, mais toi, tu te positionnes en opposition ou en... Donc, il y a toutes les configurations possibles. Fait qu'il y a ça. Pour ce qui est de la... En fait, c'est venu en complémentarité avec l'approche de Cultural Competence pour justement essayer de défaire la notion erronée d'être compétent, c'est de connaître tout sur toutes les cultures du monde, ce qui est faux, là, qui est impossible. Fait que c'est venu pour complémenter ça. Maintenant, sécurité culturelle, c'est plus associé au contexte autochtone. Donc, dans l'histoire de la notion, ça a commencé en Nouvelle-Zélande, en contexte maori, puis c'était vraiment pour ramener les dynamiques de pouvoir, puis l'impact du colonialisme, puis de l'histoire sur les expériences de souffrance et de santé, mais aussi sur les soins et services. Donc, c'est l'idée qu'il y a des différences, puis qu'elles doivent être respectées et honorées. Donc, c'est anti-assimilationniste, si on peut dire, et c'est de reconnaître la colonialité dans les services encore aujourd'hui et de s'assurer que la personne se sente non jugée dans son identité culturelle. Et ça a été déplacé dans d'autres communautés, pas seulement les communautés autochtones, mais c'est ça l'idée de sécurité culturelle, c'est que les services ne soient pas insécurisants d'un point de vue identitaire. En fait, comme on disait tout à l'heure, compétences structurelles, c'est tout l'enjeu des structures sociales, des déterminants sociaux de la santé, tant pour les expériences de santé que dans les services, les soins et services. Fait que c'est tenir compte de ça. Fait que ça, c'était juste pour des petites distinctions d'approche, là. Mais je voulais rebondir sur quelque chose, je pense qu'Anna avait dit sur la question de l'inconfort puis du malaise. Puis c'est l'idée de le voir comme fécond aussi, puis comme révélateur de quelque chose qui va pouvoir peut-être créer des solutions différentes, créatives, puis de ne pas confondre non plus malaise et inconfort avec agression, c'est pas la même chose. Puis souvent, on va jumper très rapidement à ça, au lieu de, non, c'est pas une agression, c'est un inconfort, on n'est pas d'accord, mais on n'est pas en train de s'agresser, on est en train d'essayer de comprendre le point de vue de l'autre. Puis la métaphore visuelle que j'aime bien prendre, c'est de s'imaginer qu'il y a une sculpture dans le milieu d'une pièce, puis on est tous autour de la pièce, puis on regarde la même sculpture, mais on ne verra pas la même chose. Puis de combiner nos regards, ça peut être vraiment, vraiment riche. Et pour moi, c'est ça la diversité culturelle, c'est de dire qu'on a toute une posture unique en lien avec nos appartenances, puis de mettre ça ensemble, ça complexifie notre compréhension de la situation. Fait qu'on a moins, justement, un biais unique. Fait qu'on les combine, fait qu'on a une meilleure compréhension, plus nuancée.
Je pense que ça fait un lien aussi avec les données de recherche qui démontrent toutes les forces, justement, en résolution de problèmes complexes, en prise de décision en contexte de complexité dans les équipes diversifiées. Hein. Cette question de perspectives qui sont multiplicatrices, qui y a une force de l'addition qui fait en sorte qu'il y a vraiment une richesse là à pouvoir l'exploiter, c'est la richesse sur la richesse, je dirais. Je voudrais revenir à 2 commentaires qui sont dans le clavardage. On a quelqu'un qui écrit, Yannick, qui écrit je suis bien d'accord, ça prend un cadre pour établir un respect mutuel. Et la personne nomme que depuis la COVID, les gens se comportent plutôt en mode individuel. Dans le fond, ce que j'entends là-dedans, c'est peut-être ce manque de curiosité ou d'ouverture au dialogue au sein des équipes. C'est une hypothèse, là, mais Jannick, sentez-vous le confort de lever la main? Tout le monde, vous êtes bienvenu de lever la main pour prendre la parole directement. Habituellement, d'aller discuter, comprendre, on engage aussi de cette façon-là. Je ne sais pas si quelqu'un veut reprendre cette point-là. Je trouve ça intéressant qu'est-ce qu'elle dit parce qu'on ce qu'on entend, ce qu'elle dit la personne, excusez-moi, là, j'ai perdu le commentaire dans le chat, mais en fait, ce que je trouve intéressant, c'est qu'il faut aussi, si on le remet plus largement, donc oui, je pense que la COVID a quand même eu un impact significatif sur les relations, mais il y a aussi, on est quand même dans une ère où il y a de la dénonciation qui est demandée. Donc, si on n'est pas d'accord avec quelque chose, ne pas hésiter à dénoncer ou ne pas, je pense au milieu scolaire, il y a eu une ligne qui a été créée pour dénoncer et tout. Ça peut quand même créer donc des tensions, des malaises. Donc, je n'ose pas parler parce que est-ce que je pourrais le dénoncer? Est-ce que je pourrais par la suite être réprimandée? Alors, peut-être de voir comment instaurer des mécanismes de discussion dans nos équipes pour que les gens se sentent à l'aise éventuellement de parler sans la crainte de, ben là, y a-tu une lettre? Y a-tu une réprimande? Est-ce que, je pense, là, je fais le pont avec Jannick, ce que Jannick disait, inconfort, malaise, agression, on est dans 2 choses différentes, mais est-ce qu'on le vit comme ça? Si on a trop le sentiment qu'on ne peut pas parler, tout va être perçu comme une agression. S'il y a beaucoup de jugement aussi, moi, j'aime beaucoup répéter que c'est pas parce que c'est différent que c'est mal. Donc, parfois, on a des perspectives complètement différentes, des façons de faire qui sont différentes, mais ça ne veut pas dire que c'est mal si la personne ne fait pas comme moi. Mais est-ce qu'on le vit comme ça en équipe? Puis même dans la société en général, je pense qu'on a cette réflexion-là à faire. On a cette réflexion-là à faire individuellement, mais collectivement aussi. Oui. Je peux poursuivre là-dessus, Annie. Je pense qu'on est aussi à une époque de moralisation de l'interculturel. Puis que ça fait réagir avec des réponses de repli identitaire défensif chez les majorités, de dire, ben c'est ça, moi, je suis une mauvaise personne parce que j'ai des biais, parce que je suis ethnocentrique, alors que c'est un réflexe humain d'être ethnocentrique, de voir le monde à partir de notre posture, puis d'avoir tendance à penser que c'est la meilleure. C'est vraiment, donc, de sortir de la moralisation, puis de se recentrer sur l'objectif clinique, le mandat, puis de dire, bon, comment qu'on peut revenir à ça, puis une posture professionnelle. Fait qu'il y a des moments pour être réflexif, puis il y a des moments, quand on est dans une posture professionnelle, où on doit être respectueux, puis si on réagit, bien, c'est ailleurs qu'on va le travailler. En équipe, en supervision, peu importe. C'est des pistes de réflexion qui sont super riches autour de la question des compétences interculturelles. Je voudrais prendre un autre commentaire qui était dans le clavardage. On a Marie-Christine qui dit « Bonjour, comme dans le développement des compétences, il y a le concept d'essayer, hein, de se mettre en action, de faire des erreurs, de peut-être se tromper, questionner. Est-ce que c'est la même chose là, avec le développement des compétences interculturelles? » Je vous lance la balle, chers panélistes. Oui, tu peux y aller? En fait, oui. Ah oui, vas-y, Anna. J'ai l'impression qu'on va s'entendre sur la réponse, Jannick. En fait, moi, je dirais oui, je pense que c'est la même chose de se questionner, d'essayer, tout en ayant, et même en le disant, là, moi, je parle, intervenante auprès des familles, mais en disant aussi aux familles écoutez, ça se peut que je me trompe, ça se peut que je sois maladroite. Je vais vous poser des questions. Si là, vous trouvez que ma question n'a pas de sens, vous trouvez que c'est pas. Parlons-en. Donc, je me mets dans cette posture-là de
je risque d'en faire des erreurs. Alors, n'hésitez pas à m'en parler, puis on va en discuter ensemble. Je pense que c'est important. Mais encore, on vient au concept d'humilité culturelle, d'avoir cette posture d'humilité, être prêt à entendre les réponses aussi. Enfin, je pense que c'est bien beau de dire ça se peut que je fasse une erreur, faut qu'on accepte d'entendre qu'on fait des erreurs aussi, puis réfléchir, mais j'irai dans ce sens-là. Alors oui, essayons, questionnons, puis il ne faut pas que la peur de se tromper freine. Moi, il y a beaucoup d'intervenants en formation ou même dans la démarche consultative, nous le disaient, ah, mais est-ce que j'ai le droit de poser cette question-là? Comment ça va être perçu? On a des sujets sensibles, hein, la religion, la politique, la langue, mais c'est pas parce que c'est sensible qu'il faut pas en parler, mais disons, donc, osons en parler. Il ne faut pas que notre volonté de bien faire, de ne pas faire d'erreur, nous empêche d'aller dans cette relation-là et de questionner. Mais ça, soyons humbles et mettons-nous en posture, ben, ça se peut qu'on se trompe, mais avec l'ouverture d'en discuter. Si je peux ajouter sur ça, Annie aussi, quelquefois, on a peur de poser des questions et ça nous amène à faire des assumptions, assumer que la personne fait ça et ça nous amène aussi vers les stéréotypes. So, ça aussi, c'est dangereux dans un sens aussi, c'est un autre extrême, donc il ne faut pas faire. Et je peux dire là, dans la communauté médicale, maintenant ça change, mais il y a quelques années, il y avait une approche comme blaming approach envers les clientèles pour dire, je me souviens par exemple, on disait souvent, the client is non-compliant with the medications, ou une cliente qui est non-compliant with the medications presented to the emergency with a complication, parce que c'est comme on avait cette approche et quelquefois c'était ajouté avec comme une cliente, je ne sais pas là, une femme ou une personne d'origine africaine ou quelque chose comme ça, ajouté avec ça. Donc, on avait cette blaming approach qu'on doit changer. On doit changer aussi notre approche qui est sur les déficits encore dans les modèles médicaux. Et nous, à la DSI, on utilise la philosophie des soins, sciences infirmières et soins fondés sur les forces, Strength-Based Nursing and Healthcare, où on est en train d'échanger le langage vers la positive. Donc, ça aussi, ça aide avec la compétence interculturelle. Plus d'inclusion. Merci, Anna. Jannick, je me tourne vers toi pour je sentais que tu avais des choses à dire sur ce sujet. Oui, ben en fait, j'étais tout à fait d'accord avec mes collègues. C'est l'idée, encore une fois, de mettre le cadre de respect, d'humilité, de dire, ben, ça se peut que je comprenne mal, puis à ce moment-là, s'excuser aussi si on fait un faux pas, puis de combiner les approches au lieu de dire ben, que telle approche issue d'une communauté pour comprendre et protéger un enfant, par exemple, elle peut être combinée à ce que moi, comme professionnel, je peux amener dans une approche plus respectueuse et collaborative plutôt que de either or, de combiner les façons de protéger l'enfant, s'entendre sur l'objectif qui est le mieux-être de l'enfant, par exemple. Fait que de combiner dans un cadre respectueux où d'emblée, je dis, ben, ça se peut que je ne comprenne pas, mais on s'en parle. Mm-hmm. Absolument. Puis là, je vois qu'il y a une main levée. Il nous reste 12 minutes. Puis on a une autre question. Donc, je vais commencer tout de suite à interpeller Noémie. Donc, si Noémie, tu veux prendre la parole. Oui. Bonjour. Oui, allô, bonjour. Merci pour la présentation. C'est vraiment intéressant. Il y a des situations où cliniquement, théoriquement, on comprend ce que ça veut dire se décentrer, être humble, sauf qu'il y a beaucoup de situations cliniques où j'ai l'impression que soit parce que la personne qui est devant nous individuellement ou bien parce que sa culture a cette tendance-là d'être moins loquace, d'être moins verbal, de venir de communauté où verbaliser, c'est pas quelque chose qui est valorisé ou accepté ou peu importe. Puis souvent, on se retrouve avec « j'ai besoin de plus d'informations, je veux plus d'informations, je ne peux pas obtenir plus d'informations ». Puis souvent, c'est pour des choses qui sont très délicates, du genre je veux avoir une réponse claire. Avez-vous actuellement, est-ce qu'on est dans un risque suicidaire qui est orange ou rouge? Et en ce moment, je ne suis pas capable, avec moi,
mes conceptions, mes questions. Je ne suis pas capable d'aller obtenir les réponses que je veux de la même façon si on parle de danger pour soi-même, danger pour un enfant. Puis, je ne sais pas si vous avez des trucs, sans que ce soit pour une culture en particulier, mais pour, disons-le comme ça, l'ensemble des cultures pour lesquelles la communication verbale, ce ne serait pas la chose la plus valorisée, disons. Une bonne question. Annie, te voyais. Ben oui, je trouve ça super intéressant parce que, encore une fois, ça revenait dans les groupes de discussion, entre autres sur la question du suicide, que ça peut tellement être tabou parfois que de dire à quelqu'un, vous pensez à vous suicider, on n'aura jamais de réponse. Ce ne sera pas possible parce que c'est un concept qui n'est pas possible, qui n'est pas pensé ou qui est tellement tabou, donc que c'est complètement mis de côté. Mais il y a des façons d'aller chercher des mots différents. Est-ce que vous avez déjà pensé à vous faire du mal? Est-ce que vous avez déjà pensé que si la situation, elle est tellement difficile, elle est tellement pénible, que vous seriez mieux si vous n'étiez pas là, ou donc d'aller chercher, donc vraiment d'adapter le langage, d'adapter la communication. Je pense aussi d'avoir des liens parfois avec des interprètes ou même avec des médiateurs culturels qui peuvent aider à avoir un autre point de vue, élaborer un peu, aller chercher l'information différemment. Je pense que ça peut être extrêmement intéressant. Et ça, c'est intéressant dans le cadre d'un outil pour l'intervention auprès des hommes immigrants. Un intervenant nous disait, puis là encore là, c'est très généralisé, mais je vous donne quand même l'exemple, mais il disait, moi, quand je rencontre des hommes, je me rends compte que s'ils ne voient pas l'intérêt de la question, la plus-value de la question, j'ai une réponse qui est très, très partielle. Donc, il dit maintenant, j'explique pourquoi je pose cette question-là. Donc, voici pour faire mon évaluation, pour faire mon intervention, j'ai besoin de telle information. Je vais vous les poser, on en discute s'il y en a que vous n'êtes pas d'accord. Donc, d'avoir aussi ne pas hésiter à expliquer, réexpliquer et de demander la perspective de la personne, d'expliquer quelle est la perspective par rapport au réseau. Hein. Des fois, on a des grilles à remplir, on n'a pas bien le choix, là, on a une grille à remplir, mais de l'expliquer. Et aussi, là, je reviens avec Anna, c'est Anna qui en parlait un peu, de tolérer l'inconfort. Et parfois, les situations sont complexes, il y a des informations que nous n'aurons pas. Point final, puis il faut comme vivre avec ce trou-là dans l'histoire. Et ça peut être parce que c'est complexe, parce que ça ne se dit pas tellement c'est souffrant, parce qu'on a affaire à un trauma, mais parfois on ne l'aura pas. Alors, comment on navigue là-dedans? Il y a de notre côté, est-ce que toutes les questions qu'on pose sont toujours nécessaires? Est-ce que parfois d'avoir la situation de A à Z, c'est nécessaire pour intervenir? Je nous pose la question, là, s'il y a des intervenants aussi dans la salle. Je peux peut-être poursuivre là-dessus parce que justement, la question du suicide est un sujet vraiment sensible et qui fait vivre beaucoup, beaucoup d'impuissance comme intervenant puis d'inquiétude. Fait que c'est sûr que dans ce temps-là, on va vouloir souvent aller dans des trucs pour nous rassurer. On est en train à l'USHERPA et au CERDA de faire une trousse d'outils sur ça, intervention en contexte de prévention du suicide interculturel et migration forcée volontaire. Puis, une autre idée comme ça, une autre piste de réflexion, c'est d'élargir les facteurs de risque et de protection, pas seulement à l'individu, hein, si on revient à l'approche interculturelle, mais aussi aux autres sphères, donc la famille, la communauté, la société, puis de renforcer les facteurs de protection, pas seulement individuels, mais aussi au niveau collectif. Puis, comme disait Annie, des fois, on a une culture professionnelle qui fait qu'on a des implicites qu'on pense que les autres comprennent, mais finalement, ils ne comprennent pas. Puis, c'est de dire, ben c'est ça, là, je suis inquiète pour telle chose. Fait que de le nommer, puis après ça, de faire avec. Mais la première étape en interculturel, c'est toujours l'alliance. Fait que c'est vraiment d'installer un climat de confiance où la personne... répéter la confidentialité, c'est pas toujours... Tu sais, nous, on pense implicite, mais quand quelqu'un qui a un souci pour son statut migratoire, etc., il faut vraiment toujours remettre le cadre, puis expliquer, puis élargir, pas juste à l'individu, mais aux autres sphères, puis aux autres éléments, pas seulement ethnicité, pas seulement statut migratoire, mais aussi classe sociale. Donc, tout ça, c'est aussi important. Identité de genre, etc. Fait que, mais oui, c'est pas facile. En fait, c'est ça. Ça ramène à la charge émotionnelle de travailler en contexte interculturel pour les personnes qui font l'intervention parce que c'est plus complexe. Parfois, on est exposé à des situations de discrimination chez les personnes avec qui on travaille, des traumas, des pertes, hein, quand on parle de migration. Fait que de toujours travailler sans soutien, par exemple,
institutionnel, sans ressources. C'est très dur pour les intervenants. Fait que c'est pour ça que c'est important qu'il y ait des lieux de soutien collectif, de groupes, comme on disait depuis le début, d'endroits où on peut déposer ces questions-là pour ne pas les agir en clinique. Donc. Là, je sens qu'on va manquer de temps. On l'a dit d'entrée de jeu. Quand on a commencé, il nous reste 6 minutes. J'avais 2 autres questions, puis il y a des très bonnes questions dans le clavardage. Avant qu'on se quitte, j'aurais le goût de faire avec vous un dernier tour de table, Jannick, Annie, Anna, pour voir là, si vous avez un mot de la fin, tant un ingrédient peut-être qui peut nous aider au sein des équipes à développer nos compétences interculturelles ou juste un message clé avec lequel vous aimeriez. Là, c'est à votre choix, là, parce qu'on n'aura pas eu le temps de discuter de tout. Évidemment, on vous laisse sur votre faim, puis on vous enverra des références par courriel par la suite, mais si on pouvait commencer à faire ce petit tour de table, qui serait bonne joueuse pour se lancer à l'eau en premier? Soit un message clé que vous voulez que les gens gardent avec eux en quittant le discuter et comprendre, ou encore peut-être quelques ingrédients pour nourrir la compétence interculturelle ou les compétences interculturelles. Je vais vous nommer. Anna, t'es prête? OK. Oui. Comme on l'a dit au début, développer les compétences interculturelles, ça prend du temps, ça prend de la curiosité, l'apprentissage, c'est un processus continu. C'est pas quelque chose qu'on apprend rapidement. J'aimerais quelque chose que les participantes repartent avec, c'est comme on a discuté, on n'est pas souvent capable de comprendre parfaitement l'autre personne, mais c'est important d'adopter une posture de curiosité, d'humilité, de l'écoute active, de développer ça. Et on n'a pas besoin de tout savoir sur toutes les cultures pour bien interagir, pour bien intervenir, mais on a une responsabilité aussi de rester ouverte et respectueux. Aussi, le concept de l'humilité culturelle, c'est très important de développer l'humilité culturelle aussi, de reconnaître nos propres limites, nos privilèges et accepter l'autre personne et les perceptions, les idées de l'autre personne. Donc, je vais laisser Annie continuer. Merci, Anna. Beaucoup de choses en peu de temps. C'est la limite du format. Merci pour ça, Anna. Annie? En fait, j'ai l'impression qu'Anna a dit ce que je voulais dire. Alors, puis ce qu'Anna a dit, j'ajouterais peut-être, en fait, 2 choses. Je pense de se donner le droit d'être en désaccord et d'être heurté et d'être inconfortable, mais se donner la responsabilité d'y réfléchir, par contre, et de quand même rester respectueux, que ce soit en équipe de travail, que ce soit avec la clientèle, hein, vraiment pour les deux. Je pense que c'est important d'être connecté à ce qu'on peut vivre en termes d'inconfort, de malaise, de surprise, parfois d'impuissance. On peut vivre beaucoup d'impuissance en intervention. Alors, puis d'avoir des lieux où on peut partager ça, ce serait peut-être ma première chose. Puis, je voudrais aussi dire que l'interculturel, on met beaucoup l'interculturel en termes de, donc, les diversités culturelles, les rapports groupe majoritaire, groupe minoritaire. Mais si on pense à la culture, aux cultures comme étant beaucoup plus que l'ethnicité, le pays d'origine ou la religion, ce qu'on apprend en interculturel, ça va nous servir pour tout le monde. Parce qu'en intervention, on se retrouve avec des gens de différents profils, de différents backgrounds, de différentes classes sociales, et on est toujours à risque d'être dans une situation où on n'est pas sûr de comprendre parce que ce ne sont pas nos référents culturels. Donc, ayons aussi cette ouverture-là, parce que ça va servir pour tout le monde, cette posture d'ouverture, de curiosité et de ce qu'on induit, nous, comme rapport dans l'intervention. Voilà, je laisse la parole à Jannick. Merci pour la réflexion, Annie. Jannick? Ben, en fait, vous avez pas mal dit tout ce que j'avais envie de dire aussi comme message à la fin. Comme que c'est normal d'être déstabilisé par des choses qui sont loin de nos expériences usuelles. Donc, je dirais de prendre soin de soi, d'être capable de dire, ben, c'est normal. Fait que plus qu'on prend soin de soi, plus qu'on peut être ouvert à l'autre. Puis je voudrais finir sur une note positive. Souvent, je trouve qu'on pense au culturel d'un point de vue que c'est un problème, c'est compliqué, ça rajoute. Mais c'est la beauté du monde, la diversité culturelle, c'est la créativité collective, c'est des forces, les cultures des communautés. Il y a des forces
qu'on n'a même pas conscience. Fait que moi, je voudrais qu'on finisse sur une note de ben, les différences culturelles, c'est la beauté des êtres humains. Il n'y a rien à ajouter après ça. Je vais seulement prendre le temps de remercier tout le monde qui était présente aujourd'hui, les 3 fantastiques panélistes. Merci, merci, merci. Je prends aussi une minute pour vous dire qu'on sera là le mois prochain. Donc, surveillez LinkedIn, surveillez la liste VIP. On va vous envoyer des primeurs pour le sujet et les panélistes. Et on va aussi présenter le discuter et comprendre à l'ACFAS. Donc, je suis très contente de pouvoir vous partager ça la semaine prochaine. Je serai à l'ACFAS pour présenter la formule derrière l'activité. Et donc, suivez-nous pour une conversation probablement qui s'enligne sur des sujets qui ont été mentionnés dans le chat, là, la polarisation, l'EDI en 2025, qu'est-ce que ça veut dire, de quoi on parle, le mois prochain en mai avec des experts panélistes, experts-expertes. Donc, bonne fin de journée à tout le monde. Merci encore à nos panélistes. Merci à Evie et Tina et à la prochaine. Je vais me permettre de